Bon dia, buenos días a todos y a todas. Buen día a todos y a todas. Hoy tenemos una sesión magnífica que van a realizar los componentes de la de France Sport. Yo quiero agradecer el esfuerzo realizado por todos ellos para brindarnos esta presentación que seguro será muy del interés de todos vosotros. Je tiens à remercier l'effort fait par les composants de France Sport. Pour cette présentation, nous avons la félicitation pour tous les panélistes d'aujourd'hui, parce que n'est pas facile de mettre de faire une présentation comme il faut, et avec le problème de la situation de la pandémie. Je vais tourner la parole à Monsieur Froutet. Pardon, Jean-François Arnaud. Pardon, alors je ne peux pas mettre ma vidéo. Hop. Ça y est. Merci Président, merci de cette présentation et cet accueil pour cette présentation de la filière maïs française. Même si on peut attester, comme vous venez de le dire, que la pandémie ne nous aide pas et qu'on préférerait bien évidemment se voir en physique et être tous ensemble autour d'une même table. Juste vous dire, présenter les excuses du président de France Export Céréales, Monsieur Philippe Lezel, qui n'a pas pu être présent aujourd'hui. Et donc, moi, je suis Jean-François Arnaud. Alors, dans un premier temps, je suis agriculteur, producteur de maïs, représentant de la filière maïs au sein de France Export Céréales. Et je suis aussi président de Duralim, qui est une plateforme pour la durabilité de l'alimentation animale. Ce séminaire fait suite à ceux qui se sont déroulés à l'automne, d'une part sur la présentation des céréales à paille, et d'un autre séminaire qui a eu sur la partie maïs en début décembre. Séminaire organisé dans un contexte de prix qui a pu surprendre certains opérateurs parfois, dans un contexte où on a vu la Chine revenir un petit peu plus fortement aux achats, et la filière maïs française a su répondre et accompagner les achats malgré les conditions climatiques qui n'ont pas forcément été au rendez-vous. Vous allez le voir dans les présentations qui vont venir. Pour autant, la filière maïs française a été présente. Et puis, comme je vous le disais, la Chine est revenue aux affaires fortement, ce qui a créé quelques tensions sur le marché, qui fait qu'aujourd'hui, on connaît la situation, notamment dans un contexte de prix, et probablement plus exacerbée encore avec cette situation de pandémie. Donc aujourd'hui, nous allons avoir 3 présentations. La première présentation par Thomas Joly, qui est le référent maïs chez Arvalis. Vous dire que Arvalis, je vous le rappelle, qui est un institut technique qui est au service des agriculteurs, mais aussi de sa filière en accompagnement pour pouvoir notamment faire ces présentations qu'on va vous faire aujourd'hui, mais qui sert aussi à argumenter et vis-à-vis des pouvoirs publics français, mais aussi européens, sur la partie technique. La deuxième présentation sera faite par Justine Danel, de chez Arvalis, qui vous parlera de la qualité du maïs.
Et puis, une troisième présentation par M. Franck Camilassal de la coopérative Euralis et président de la charte Maïs Classe 1. Et enfin, nous terminerons cette matinée par un échange de questions-réponses pour vous apporter des compléments d'information si vous avez besoin de précisions sur les présentations qui vous auront été faites au cours de cette matinée. Je m'en arrête là et je laisse Thomas Joly prendre la main pour faire sa présentation sur la récolte 2020 et les prévisions pour la récolte 2021. Oui, merci Jean-François. Bonjour à tous. Donc, je vais partager mon écran. Voici, donc j'espère que tout le monde peut voir l'écran. Donc, bonjour à tous, Thomas Joly. Effectivement, je suis en charge du programme Maïs pour l'Institut Arvalis en France. Et donc, l'idée, c'est de revenir sur le bilan de la campagne 2020, donc la production de maïs française 2020. Et puis, on terminera justement par des projections sur la campagne de 2021 et sur les intentions de semis pour l'année à venir. Donc, si on commence, justement, on essaye de comprendre en fait le disponible de cette année sur la récolte. Je vous emmène à l'automne 2019, hein, donc, où je vous rappelle, côté français, nous avions eu une pluviométrie abondante, donc qui avait commencé dès la mi-octobre et jusqu'à fin décembre, voire début janvier selon les régions. Ça nous avait conduit à plusieurs difficultés. La première, c'était localement des difficultés de récolter les maïs en 2019. Et puis, ça nous a également posé des problèmes pour implanter des cultures d'hiver cet automne-là. Et donc, on a eu une baisse de la solde de blé d'hiver sur la campagne 2019-2020 et de nombreux reports sur des cultures de printemps, dont le maïs. Et donc, on a pu observer des hausses de surface de l'ordre de 10% entre 2019 et 2020 sur les semis de maïs. Et ce qui aura un effet, vous verrez ensuite sur le disponible et la production 2020. Donc, si on revient sur les conditions de semis, je vous le disais, donc beaucoup de semis de maïs et puis des dynamiques de semis qui sont très différentes d'une région à l'autre de la France. Vous avez sur la droite de votre écran la dynamique des semis par région. Donc, on va dire côté espagnol, ce qui est intéressant de regarder, c'est les régions donc Aquitaine, ici en rouge, et Midi-Pyrénées. Donc, Aquitaine, c'est ce qui est sur cette partie ouest de la carte, et puis Midi-Pyrénées ici, donc sur le sud, un peu plus à l'est. Donc, on a une dynamique, dans la normale, il y a eu quelques délais localement, puisqu'on a eu quelques pluies qui ont retardé les semis, mais globalement, ce qu'on peut dire, c'est que les semis sont plutôt bien passés, avec des conditions plutôt favorables en termes de précipitations, contrairement à des zones beaucoup plus sèches où les semis sont faits dans des conditions sèches et où on a eu des décalages de stade de culture sur les premiers mois de production, donc avec des conditions peut-être un peu plus délicates sur l'Est. Néanmoins, le début de campagne s'est relativement bien passé. Il y a toujours des petits aléas, mais on peut considérer que ça s'est relativement bien passé. Par contre, on va zoomer sur le mois de juillet, qui a été déterminant en fait dans la production de maïs 2020, avec un mois de juillet qui a été très sec et donc exactement au moment de la floraison. Donc ici, vous avez sur le même schéma que le graphique précédent, les floraisons des maïs. Donc, vous avez la moyenne nationale et puis vous avez le distinguo par région. Et donc, ce que vous pouvez voir, c'est que la floraison est centrée sur le mois de juillet. Donc, essentiellement, quand on regarde les départements ou les régions du sud, alors on a toujours des
les premiers semis, les semis les plus précoces en Midi-Pyrénées. Donc, on observe du coup sur la région Midi-Pyrénées des floraisons relativement précoces. Ce sont des stratégies qui ont été mises en place, donc de semer tôt pour essayer de fleurir le plus tôt possible et éviter le stress hydrique du mois de juillet. Donc, on observe, voilà, on va dire un tiers des maïs de Midi-Pyrénées qui fleurissent relativement tôt. Sinon, le reste des floraisons est groupé sur le mois de juillet. Alors, si on regarde la météo du mois de juillet, donc elle a été on a eu un mois de juillet très, très sec. Donc ici, j'ai remis les cumuls de pluie entre le 15 juin et le 15 juillet. Et ici, la même chose, mais du 1er juillet au 27 juillet. L'idée, c'est de comprendre quelle était la pluviométrie qui a pu encadrer la floraison, donc un peu avant, un peu après, et quelle était la quantité d'eau qui a pu accompagner ce stade un peu critique pour le maïs. Et donc, on observe voilà, que sur le mois de juillet, on a globalement, sur l'ensemble du territoire, et même si on zoome sur le sud-ouest, on avait très peu de pluie pour accompagner ce stade critique. Et donc, forcément, on a eu de fortes hétérogénéités sur les rendements, des comportements différents en fonction des zones. Et localement, voilà, ça touche plus de la moitié des maïs qui ont fleuri à cette période-là sur la partie du sud-ouest. Donc, des conditions difficiles. Alors, je vais dire, heureusement, on a une partie des surfaces qui est irriguée. Donc, on a une assurance qui nous permet de combler les besoins. Pour l'ordre de grandeur, on est à 35% des surfaces de maïs grain irriguées en France. Donc, il y a quand même les 2 tiers qui restent en maïs pluvial et qui sont très dépendantes des conditions climatiques. Donc, sur cet été-là, effectivement, on a pu, grâce à l'irrigation, sauver quelques situations. Néanmoins, ce qu'on peut regarder, on a l'habitude de dire que nos parcs d'irrigation sont dimensionnés pour apporter de l'ordre de 150 mm sur le mois. Et en fait, on voit effectivement qu'on a des zones où, ici sur les cartes, on a représenté la pluie moins, donc ça c'est l'évapotranspiration, donc globalement, pour résumer, c'est la pluie moins la demande de la plante. Donc ici, on est globalement en négatif sur le mois de juillet, et en fait, on est capable d'apporter de l'ordre de 150 mm sur le mois avec l'irrigation, et on voit qu'on est dans des situations négatives, et même au-delà des 150 mm, donc même avec de l'irrigation, ça a été difficile. Ça a été vraiment une campagne assez atypique et donc difficile à combler les besoins du maïs pour assurer le rendement. Donc, des bonnes situations en irrigué, mais également des situations compliquées, et puis effectivement des situations en sec où tout de suite le maïs a souffert et on a des conséquences directement sur les plantes. Alors, pour illustrer, voilà ce que peut produire un stress hydrique sur un épi de maïs. Donc ici, vous avez la conséquence d'un stress avant la floraison. Donc, si le maïs manque d'eau avant la floraison, on a des blocages au niveau de la plante, donc des problèmes pour les émissions des soies. Et donc, en fait, on a des problèmes de fécondation. Le maïs, donc les ovules ne peuvent pas être fécondés et ne se transforment pas en grains. Donc, c'est ce qu'on observe. Voilà, vous pouvez observer ce type de maïs. Par conséquent, il y a moins de grains, mais dans la phase de remplissage, ils vont se remplir plus et on aura des grains de plus grande taille. Et puis, autre effet, donc ici, on a un stress au moment de la floraison ou juste après la floraison. Et donc ici, on a justement des grains qui sont potentiellement fécondés, mais qui ne se remplissent pas. Et donc, on appelle ça un stade d'avortement du grain. Et donc, on obtient des épis qui sont sur la moitié basse où on retrouve des grains, mais sur la moitié haute, on n'a pas de grains, on va dire, remplis et commercialisables. Donc, sur les aspects surface, je voulais revenir sur les évolutions et puis le détail régional. Je vous ai parlé de plus 10% entre 2019 et 2020. En fait, ça représente plus 13% sur une moyenne de 5 ans. Donc, on est bien au-delà de ce qui s'était fait sur les 5 dernières années, donc avec un peu plus d'1,6 million d'hectares.
vous avez les surfaces par région ici en chiffres, et puis vous avez les couleurs qui nous donnent une idée de l'évolution sur l'espace entre 2020 et la moyenne des 5 dernières années. Donc, vous voyez, je vous disais des difficultés de semer des cultures d'hiver dans certaines régions, notamment sur la façade atlantique, qui sont traduites par une très forte hausse des cultures de printemps et notamment du maïs. Mais on observe ça essentiellement sur le quart nord-ouest. Sur les zones traditionnelles de production, on reste quand même sur plutôt une stabilité. Donc, vous voyez qu'Aquitaine et Midi-Pyrénées sont en jaune clair ici, ce qui signifie qu'on est relativement stable en termes de production, où on est sur des systèmes très spécialisés et on a moins de variations que dans d'autres régions. Sur les rendements, donc le même principe, les mêmes codes couleurs. Vous avez en chiffres le rendement en quintaux par hectare pour la région. Oui, j'ai eu je voyais qu'il y avait une question. Donc, effectivement, donc ici, nous avons les rendements en quintaux par hectare pour la région. Et puis, vous avez le code couleur en évolution par rapport à ce qu'on avait connu sur les 5 dernières années. Donc, premier constat, il n'y a aucune région de couleur verte, donc, ce qui signifie effectivement que c'était une année vraiment atypique, une année difficile pour l'ensemble de l'Hexagone, et on a effectivement des rendements qui sont en dessous de ce qu'on peut attendre. Et donc, voilà, des difficultés sur le sud-ouest, des semis un peu décalés, des conditions chaudes, et donc qui ont entraîné effectivement une baisse de rendement. Alors, il y a plusieurs estimations. On table un peu plus de 8 tonnes hectares, donc entre 8 tonnes et 8 tonnes et demie selon les estimations, ce qui représente moins 5 à moins 10% par rapport à la moyenne des 5 dernières années, pour vous donner un ordre d'idée. Cependant, donc, effectivement, il y avait moins de disponibles, des rendements qui étaient difficiles. Néanmoins, on avait des très bonnes conditions de récolte. Donc, les plantes, on a eu des dessiccations importantes, c'est-à-dire qu'on a pu récolter le maïs relativement sec, plus sec que les années précédentes, et on a pu récolter tôt. Donc, ici, je vous ai remis l'année en pointillé, l'année 2019. Vous voyez, on a récolté très tard. Je vous avais dit que c'était compliqué. Vous avez la moyenne des 5 dernières années, et on voit que 2020, on a une récolte relativement précoce sur l'ensemble des régions, et notamment sur le sud-ouest, où on est à peu près dans la moyenne. Donc, c'est souvent, alors pas toujours, mais c'est souvent gage de qualité en termes de récolte, c'est-à-dire qu'on récolte un grain sec et d'un point de vue sanitaire, moins on le laisse au champ, moins on a de risques. Donc, globalement, c'est ce qu'on peut dire sur cette récolte-là. Pour en faire une synthèse, donc je vous avais montré la carte d'évolution des surfaces, la carte d'évolution des rendements. Et donc, quand on multiplie les deux, on obtient la carte de production. Donc, on voit effectivement qu'on a une baisse de disponible sur le sud-ouest, liée essentiellement à stabilité des surfaces et baisse des rendements sur la campagne 2020. Donc, voilà, globalement, ça a été difficile, et on va avoir on a eu localement des baisses de collecte de l'ordre de 15%, voire 30% localement pour certains opérateurs, et qui ont été éventuellement en difficulté pour alimenter les marchés. Voilà, une année un peu exceptionnelle sur cet aspect-là en termes de disponibilité. Voilà, c'est si on zoome sur le sud-ouest. Si on regarde en global, je vous ai parlé de à peu près 13 millions de tonnes de collecte. Alors, ça oscille entre 12 et 13 millions de tonnes de collecte, de production. 12 à 13 millions de tonnes de production. Et en fait, on estime autour de 10,6 millions de tonnes collectées, donc, côté français en 2020. Et donc ici, vous avez les productions des 5 dernières années et le disponible. Et puis sur la droite, vous avez les utilisations. Et donc, on voit la partie alimentation animale, éthanol, amidonnerie, semoulerie, et puis la partie export. Et donc, on voit effectivement qu'il y a eu des ajustements en fonction des cours des différentes matières premières sur l'alimentation animale, sur les débouchés intérieurs en France.
et puis un disponible qui est resté, on va dire, dans la tendance des dernières années, excepté 2017-2018, on avait une meilleure production, mais on reste sur un disponible de l'ordre de 3,8 millions de tonnes à l'export vers les pays de l'Europe, et un petit… un peu plus de la moitié d'1 million de tonnes, donc 0,6 millions de tonnes disponibles à l'export plutôt côté pays tiers. Donc, on a des fortes évolutions. Ici, je vous ai remis côté Aquitaine, Occitanie, les productions, où se localisaient les productions. Donc, on a un peu moins de 300 000 hectares sur l'Aquitaine, 150 000 hectares sur les Midi-Pyrénées, et on a la répartition des surfaces par département. Alors, ce sont des chiffres de 2014, 2015, 2016. Ça demanderait peut-être une petite actualisation, notamment sur les débouchés. Ce que je voulais montrer, c'était que sur le sud-ouest, on a 35 à 40% du volume qui, sur ces années-là, était dédié au marché intérieur et les 2 tiers qui étaient dédiés à l'export. Et donc, essentiellement, une partie importante partait sur l'Espagne pour l'alimentation animale. Donc, ce que vous avez ici, FAB, donc c'est fabricant d'alimentation du bétail. Donc, il y a effectivement des ajustements. Les volumes ont bougé liés à la pression et à la concurrence ukrainienne notamment. Mais vous voyez un peu la part du maïs français du sud-ouest qui était consacrée justement aux débouchés espagnols. Donc voilà pour 2020, pour en quelques chiffres donner un peu une idée du disponible. Et puis si on se projette sur 2021, les intentions de semis. Alors, à l'inverse de 2019-2020, là sur 2020-2021, on a eu des très bonnes conditions à l'automne qui ont permis d'implanter des cultures d'automne, donc blé, orge principalement. Le prix des céréales est en hausse, donc ça a aussi incité à ressemer un peu plus de blé. Donc, on attend 15 à 20% de plus que l'an dernier sur la sole d'hiver, donc autour des 5 millions de tonnes, des 5 millions d'hectares en surface. Alors, ça peut paraître une surface importante. Moi, je dirais plutôt que c'est un retour à la normale. L'année dernière, on n'a pas pu semer, il y a eu une forte baisse. Là, on retourne sur un niveau un peu plus, qu'on avait l'habitude de rencontrer, peut-être un peu plus élevé, mais ça reste plutôt un retour à la normale qu'une condition particulière. De ce fait-là, répercussions sur les cultures d'été. Donc, on retournerait sur une baisse des surfaces de maïs qui est attendue autour des 10%. Il semble y avoir un consensus autour des 10%. Je préfère être prudent en disant moins 10 à moins 15. Donc, un retour au niveau de 2019, ce qu'on avait connu les années précédentes. Il y a plusieurs effets. Je vous ai dit les surfaces de culture d'automne. Les conditions estivales en mémoire chez les producteurs, on a quand même les maïs ont souffert cette année. L'année d'avant aussi, sur certaines régions, il y avait eu des difficultés avec la sécheresse, donc des difficultés en termes de rentabilité, des ajustements entre différentes cultures sur les assolements. Ces variations, les plus fortes variations, on va les trouver dans les zones moins spécialisées. Donc le quart nord-ouest ou essentiellement Nord-Loire, on va avoir un peu moins de variations, je pense, sur l'Aquitaine Midi-Pyrénées, qui sont des zones traditionnelles de production de maïs, où on devrait retrouver une certaine stabilité sur les surfaces. Donc voilà, donc il y a effectivement quelques ajustements, mais à prévoir un retour à la normale pour 2021. Voilà ce que je pouvais vous dire. Merci de votre attention. Merci Thomas de cette présentation. Donc on vous propose donc les questions après les interventions et on donne la parole à Justine pour la présentation sur la qualité du maïs. Bonjour à tous. Du coup, donc je suis Justine Danel, je travaille également à Arvalis. Je fais partie de l'équipe nutrition animale. Donc nous étudions la qualité des matières premières dans l'alimentation des porcs et des volailles. Donc pour la suite de la présentation, je vais vous parler de la qualité de la récolte française de maïs pour 2020. Donc, l'enquête qualité maïs dont je vais vous décrire les résultats fait partie d'un groupe d'enquête réalisé en partenariat entre FranceAgriMer et Arvalis.
dans le but d'évaluer les qualités des céréales de la nouvelle récolte. Elles ont des visées alimentation humaine, alimentation animale et qualité sanitaire. Ces enquêtes sont menées dans le but de mieux connaître la qualité des grains de la récolte par bassin de production et selon les conditions de l'année. Le but est d'apporter des informations au-delà du prix quant aux critères de qualité technologique ou nutritionnelle de ces céréales. Donc, dans le cadre de mes missions, je vais me concentrer sur la partie alimentation animale. Et donc nous réalisons l'enquête maïs-grain que je vais vous présenter ici, mais également une enquête blé tendre, orge fourragère, triticale et sorgho-grain. Donc, concernant le sujet qui nous rassemble aujourd'hui, le maïs. Donc, l'enquête maïs que nous avons réalisée sur la récolte 2020 a été faite sur 245 échantillons de maïs qui ont été pris chez des organismes collecteurs, et cela dans 46 départements. Donc, les échantillons ont été prélevés à la sortie au silo juste après séchage, et les échantillons ont été prélevés afin de représenter 75 à 80% de la collecte de chaque organisme, de chaque silo. Et ensuite, nous avons réalisé 11 mélanges par bassin de production. Donc, sur la carte que vous avez sur la droite, donc, en couleur sont colorés les départements les 46 départements qui font partie de l'enquête, et une couleur représente un bassin de production. Donc ici, vous avez par exemple le bassin de production Occitanie, ici le bassin de production Aquitaine. Donc, pour étudier la qualité du maïs de l'année pour l'alimentation animale, nous avons réalisé différentes analyses sur les échantillons. Sur les 245 échantillons élémentaires, nous avons réalisé des analyses rapides par SPIR, par NIR, donc spectrométrie dans le proche infrarouge. Donc, nous avons analysé la teneur en eau, en protéines, en amidon et en matières grasses. Et ensuite, pour pouvoir faire des analyses un peu plus poussées, nous avons donc réalisé les 11 mélanges que je vous ai présentés précédemment. Et donc, sur ces 11 mélanges, nous avons réalisé les mêmes analyses rapides. Et ensuite, d'autres analyses physico-chimiques, donc qui concernent soit les fibres, soit d'autres critères nutritionnels ou des critères permettant de détailler la qualité du séchage. Donc, tous les résultats que je vais vous présenter dans les diapositives sont exprimés sur matière sèche afin de faciliter les comparaisons entre les différentes valeurs et les différents lots. Donc, dans un premier temps, nous allons nous concentrer sur les teneurs en protéines. Donc, la moyenne nationale, la teneur en protéines nationale est de 8,2% sur matière sèche. Sachant que cette moyenne correspond à une pondération par les volumes enquêtés. Donc, ça a été corrigé par les différents volumes que représentaient les échantillons prélevés dans le cadre de l'enquête. Et donc, les valeurs s'échelonnent par bassin de production entre 7,9 et 9% de matière sèche. Et ensuite, vous pouvez voir sur le graphique donc, la répartition par plage de valeurs de protéines. Et donc, on peut voir ici que 71% des échantillons enquêtés, enfin des volumes enquêtés, ont une teneur en protéines supérieure à 8% de matière sèche. Et 19% ont une valeur supérieure à 8,5% de matière sèche. Ensuite, si nous regardons l'évolution de la teneur en protéines sur les 6 dernières années, nous pouvons voir que la valeur 2020 à 8,2% de matière sèche est équivalente à la valeur, à la moyenne quinquennale sur des 5 dernières années. Et également similaire, voilà, on voit une homogénéité aussi des valeurs sur les 6 dernières années. Donc ensuite, en ce qui concerne la teneur en amidon, la moyenne nationale, donc pondérée par les volumes enquêtés, est de 74,4% de matière sèche.
Si on regarde les valeurs par bassin de production, les moyennes s'étalent de 73,4% à 74,9% de matière sèche, selon les bassins. Et donc, on peut voir sur le graphique, donc c'est le même type de graphique que ce que je vous ai présenté avant pour la protéine. On peut voir que 80% des volumes enquêtés ont une teneur en amidon supérieure à 74%. Donc ici, en fait, vous voyez en orange la moyenne 2020 et en assuré la moyenne quinquennale, donc la moyenne des 5 dernières années. Enfin, la part qui était représentée dans les teneurs des 5 dernières années. Ensuite, le même type de graphique que précédemment pour la protéine. Donc, pour comparer la moyenne 2020 par rapport aux années antérieures. Donc, il y a la moyenne 2020 correspond à une valeur de 1 point de moins qu'en 2019. Donc, ici, 74,4 contre 75,4% de matière sèche en 2019 et à 0,9 points de moins que la moyenne quinquennale, donc qui est à 75,3. Ensuite, en ce qui concerne les matières grasses, la moyenne nationale pondérée par les volumes enquêtés est de 3,8% de matière sèche. Et enfin, les valeurs par bassin, les moyennes par bassin de production varient entre 3,6% et 4,2% de matière sèche. Donc ici, je vous montre de la même façon la répartition par plage de valeurs selon s'il s'agit des échantillons et des volumes enquêtés de 2020 ou des 5 dernières années. Donc, si on compare 2020 aux années précédentes, on voit que la valeur de 2020 est légèrement inférieure, donc à 0,3 points de moins que la moyenne de 2019 et 0,2 points de moins que la moyenne des 5 dernières années. Donc, respectivement, qui étaient à 4,1 et 4% de matière sèche. Donc, après avoir détaillé les principales valeurs de composition des maïs de 2020, il est possible de calculer aussi une valeur énergétique, donc une valeur énergétique pour les coques, à partir d'équations de la littérature avec des critères de composition chimique. Donc ici, je présente la valeur d'énergie métabolisable apparente à bilan azoté nul, qui est estimée à partir de l'équation de Barrier-Guillot, qui était une équation qui a été définie au début des années 2000 dans notre équipe et qui prend en compte aussi bien la teneur en parois végétales insolubles dans l'eau que la teneur en matière grasse mesurée après hydrolyse. Donc, suite à l'utilisation de cette équation, nous avons pu définir une moyenne nationale également pondérée par les volumes enquêtés. Cette moyenne est de 3706 kcal par kilogramme de matière sèche, sachant que les valeurs par bassin de production aussi entre 3679 et 3718 kcal par kilogramme de matière sèche. Donc pour l'année 2020, on voit que la moyenne de 3706 est légèrement inférieure à la moyenne de 2019, qui est de 3726, et légèrement inférieure à la moyenne des 5 dernières années. Donc ensuite, je vous ai présenté auparavant les moyennes nationales, mais on peut se concentrer sur des bassins de production qui pourraient plus vous intéresser, particulièrement l'Occitanie et l'Aquitaine, colorées ici sur la carte. Donc j'ai détaillé les valeurs de composition chimique et de mesures obtenues dans le spectrométrie proche infrarouge sur ces deux mélanges. Donc, on peut voir que la teneur en protéines de ces deux bassins sont légèrement en deçà de la moyenne nationale, donc moins 0,2 et moins 0,3 points en moyenne. Donc, pour rappel, la teneur en protéines moyenne nationale était de 0,2. Les teneurs en amidon sont de 0,4 points de plus que la moyenne nationale, donc ce qui est logique quand la teneur en protéines est un peu inférieure à la teneur en amidon qu'on pense.
La matière grasse est proche, voire légèrement en deçà des valeurs obtenues au niveau national. Et ensuite, si on se concentre, donc je vous laisserai regarder plus en détail les valeurs des fibres notamment. Et si on se concentre sur l'énergie métabolisable apparente à bilan azoté nul calculée, nous sommes sur des valeurs assez proches de la moyenne, mais légèrement supérieures. Et enfin, si on regarde le critère Promatest, donc qui est un indicateur du choc thermique reçu par le grain lors du séchage, il indique qu'il s'agit de maïs de bonne à très bonne qualité. On considère que les maïs de bonne qualité ont un Promatest en équivalent en milligrammes albumine supérieur à 27 et de très bonne qualité quand c'est supérieur à 36. Donc on considère que le séchage a été plutôt doux et notamment potentiellement parce que les maïs étaient plus secs à la récolte. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci Justine pour cette belle présentation sur la qualité de la récolte de maïs française. Et maintenant, on va laisser la parole à Monsieur Kamel Lassalle pour nous présenter sa coopérative et la charte au maïs classe A. Ok, bonjour à tous. Je lance le partage d'écran. C'est bon, c'est visible par tous? Ok, donc je me présente, je suis Franck Ahmed Lassalle, donc je travaille dans la coopérative Euralis Eurasud comme responsable du développement des ventes. Et aujourd'hui, j'interviens également en tant que président de la charte qualité maïs classe A. Donc, au cours de mon intervention, je vais aborder trois parties et trois thématiques. La première, c'est la présentation donc, de la charte et du maïs classe A et des missions qui sont réalisées par nos membres en termes de traçabilité non OGM, de qualité physique et qualité sanitaire. Ensuite, je vais faire une présentation de la coopérative Euralis et de l'activité céréale pour vous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'on fait en termes de collecte et de mise au marché des maïs que nous stockons ici dans le sud-ouest. Et en troisième partie, donc, nous allons analyser un petit peu le marché du maïs et l'offre française sur ce marché espagnol. Donc, concernant la charte qualité maïs classe A, c'est une association qui regroupe 140 collecteurs de maïs. Donc, tous les ans, qui collectent environ 6 à 7 millions de tonnes de maïs tracé non OGM, donc principalement dans le sud-ouest, et sur lequel donc, on a les agriculteurs qui, tous les ans, s'engagent par rapport au cahier des charges de la charte. Et donc, ça représente plus de 20 000 agriculteurs qui, tous les ans, s'engagent sur les thématiques que nous allons présenter un peu plus loin. Ces thématiques, on les a listées dans le slide suivant et qui reprend un petit peu l'engagement de notre charte qualité maïs classe A. Donc, ces missions, c'est assurer la traçabilité des semences à acheter, qui sont des semences non OGM et qui sont vendues et utilisées, semées par chacun de nos agriculteurs. C'est disposer de procédures de gestion des lots collectés au niveau donc, de l'exploitation et après au niveau du silo et de la collecte des maïs qui nous sont livrés. C'est effectuer systématiquement des contrôles de qualité physique à réception, donc qualité physique, l'humidité, de façon à pouvoir traiter le grain de la meilleure des façons. On travaille aussi sur la durée de préstockage avant le séchage, de façon à limiter la prolifération des mycotoxines. Ensuite, on travaille également avec nos agriculteurs de façon à les sensibiliser sur les bonnes pratiques de récolte et de séchage, notamment sur la récolte par rapport au risque de contaminants type datura, de façon à ce qu'ils travaillent au mieux en évitant de nous livrer ces contaminants-là. Ensuite, on travaille également avec chacun de nos membres sur des démarches qualité de type HACCP. Et ensuite, on demande à chacun de nos membres de pouvoir participer au plan de surveillance sur les mycotoxines de façon à pouvoir
évaluer avant la récolte le risque qu'il peut y avoir sur l'une ou l'autre des mycotoxines que l'on suit. Les mycotoxines, vous les connaissez certainement. Voilà le résultat des analyses que nous faisons sur ce sujet en collaboration avec Arvalis, qui est l'Institut du végétal et qui nous aide dans la réalisation de ce plan de contrôle. Et donc, vous voyez que chaque année, donc, on arrive avant la récolte et pendant la récolte à avoir une photographie complète de l'analyse qualité sanitaire de maïs que nous livrons autour donc, des mycotoxines telles que la déoxynivalénone, la zéaralénone, la fumonisine, mais aussi la flatoxine ou les toxines T2, HT2. Donc, ce sont des critères que nous suivons annuellement au niveau de notre association. Le maïs classe A, je vous ai dit donc, que c'était 6 à 7 millions de tonnes collectées chaque année donc, dans une aire que vous avez ici matérialisée sur la carte, donc qui est une aire du sud-ouest et qui nous permet d'adresser nos maïs classe A donc, sur l'Espagne majoritairement, puisqu'il y a plus de 2 millions de tonnes qui partent en direction de la péninsule ibérique, mais aussi ce sont des exportations qui peuvent être réalisées donc depuis les ports de Bayonne, de Bordeaux ou de La Rochelle, mais aussi de Nantes. Donc les exportations sur l'Espagne se font majoritairement en départ depuis nos silos en camion, mais ce sont aussi des bateaux qui peuvent être chargés de Bayonne et de Bordeaux qui peuvent être exportés vers le sud de l'Espagne notamment. Donc, en résumé, sur les missions et sur les objectifs de la charte qualité maïs classe A, c'est le respect de la réglementation européenne et française, la traçabilité des maïs que nous collectons, vous voyez dans le petit schéma ici présenté, depuis le champ jusqu'à la livraison chez nos clients pour avoir la certitude d'avoir un maïs non OGM livré donc, à destination des clients acheteurs de maïs classe A. Et c'est également la garantie d'avoir une qualité physique et sanitaire maîtrisée autour des critères que nous avons présentés. Donc maintenant, pour vous présenter rapidement Euralis, donc la coopérative dans laquelle je travaille, et donc son service de commercialisation Eurasud. Donc Euralis, c'est une coopérative donc, qui a plusieurs activités. Une activité agriculture, une activité de semences que vous connaissez certainement avec des génétiques de tournesol et de maïs qui sont vendues également en Espagne, et une activité de food, donc avec la production de foie gras, mais aussi de volailles label, et une activité d'investissement et de développement. Donc, on emploie dans notre coopérative un peu plus de 5000 personnes et le chiffre d'affaires est d'un peu plus de 1,4 milliard d'euros annuels avec la répartition suivant chaque division, comme vous le voyez ici dans le graphique. La partie agricole, donc c'est un peu plus d'1 million de tonnes qui sont tradées tous les ans. C'est 12 000 agriculteurs avec qui on travaille donc, sur le sud-ouest de la France, donc dans un triangle Bordeaux, Toulouse et juste de l'autre côté des Pyrénées, pour ce qui vous concerne, donc la partie nord des Pyrénées. Et donc avec une collecte qui se trouve principalement en maïs, puisque sur le million de tonnes de collecte qui sont réalisées tous les ans chez Euralis, c'est 80% de la collecte qui est du maïs. Donc, ce maïs, qu'est-ce que nous en faisons chez Euralis? Vous le voyez ici sur la carte, un tiers de ce maïs donc, est collecté et consommé en France, donc principalement sur nos usines d'aliments à destination donc, de nos filières de qualité, label rouge principalement, mais également donc, une partie qui est consommée sur notre usine de bioéthanol qui se trouve ici dans le sud-ouest à Lac. Un tiers donc, est exporté en maritime donc, à destination des îles britanniques pour la production de whisky et à destination de distilleries, mais aussi sur le Nord-Europe à destination de l'Allemagne, la Belgique et la Hollande avec des maïs spéciaux de type Waxy.
Le tiers restant étant destiné donc au marché espagnol, avec des ventes qui sont réalisées majoritairement en départ depuis nos silos par camion, à destination soit des amidonneries du nord de l'Espagne, mais aussi avec des maïseries et quelques contrats que nous avons sur le pet food, c'est-à-dire l'alimentation des mascotas. Ce qu'on note et ce que je veux bien souligner ici dans mon intervention, c'est que depuis 2 ans, Euralis est un acteur dans la transformation de l'agriculture telle qu'elle était réalisée dans le sud-ouest, notamment par rapport à la société qui exprime de nouveaux besoins en termes de traçabilité, en termes de mieux manger, en termes d'exigences environnementales. Et on retrouve également ces exigences au niveau du politique, avec des lois qui évoluent au niveau européen, mais aussi au niveau français. Et je pense que ces choses-là sont également en train de bouger en Espagne. Et donc, la conjonction de ces deux pavés fait que l'agriculture est en train de s'adapter en travaillant de nouveaux dossiers tels que la durabilité, l'énergie verte et des démarches beaucoup plus éco-responsables et qui tiennent compte donc encore plus de l'environnement. Donc, l'offre que nous avons chez Euralis est résumée ici avec, bien sûr, les offres qu'on retrouve au niveau de la charte qualité maïs classe A qu'on a présentée au-dessus, avec donc le respect de la réglementation, la traçabilité et la qualité physique et sanitaire, mais aussi on travaille avec des partenaires, avec des acheteurs de maïs sur la constitution de filières en maïs spéciaux de type waxy, de type de maïs destiné à la midonnerie. On travaille aussi avec des clients de façon à constituer des systèmes de production en full traçabilité avec une seule variété pouvant répondre aux besoins vraiment du client acheteur de maïs. Mais également sur les dossiers environnementaux, on travaille sur des filières bas carbone, on travaille sur de la durabilité, de la conservation des sols avec des systèmes que vous connaissez certainement, type SAI ou type conservation des sols. Donc tout ça fait que par rapport à ces sujets-là, bien sûr, vous pouvez avoir des intérêts sur les offres françaises et plus particulièrement en voulant travailler des dossiers autres avec les intérêts auprès des origines du maïs que nous collectons, par exemple, chez Euralis. Pour la troisième partie de mon intervention, donc, nous allons parler un petit peu de marché et donc de l'offre française en termes de maïs mis en perspective avec le poids de l'agriculture française et de ce qu'elle représente au niveau européen. Donc, au niveau européen, la France, vous voyez dans ce slide, est l'acteur majeur de la production en termes de céréales, avec plus de 70 millions de tonnes produites tous les ans. Et le maïs représente une partie significative dans cette production-là, puisque, suivant les années, nous produisons entre 12 et 14 millions de tonnes de maïs, destinés donc bien sûr à la consommation française, mais aussi à l'export vers nos pays européens. Concernant le maïs, il y a eu une étape fondamentale qu'il faut souligner, c'est que depuis 2017, l'Union européenne est devenue le premier importateur mondial de maïs. Structurellement, l'Europe était déficitaire en maïs, donc on avait besoin, par rapport à nos besoins de consommation, d'importer du maïs des pays tiers, mais face à une consommation qui se développait et une production qui avait plutôt tendance à diminuer, on a de plus en plus eu recours à l'importation. Donc maintenant, ce sont tous les ans environ 20 millions de tonnes de maïs qui sont importés des pays tiers et très majoritairement, vous voyez la proportion qui est ici notée, avec du maïs ukrainien, en gros 40 à 45%, du maïs brésilien 30%, et après d'autres origines qui représentent 25 à 30% du reste des importations. Donc le marché espagnol a su s'organiser par rapport à ces importations et notamment a construit des ports importants
d'importation, type le port de Tarragone, au sud de Barcelone, donc qui reçoit régulièrement donc, des gros bateaux de 60 000 tonnes de maïs donc, issus de ces origines-là. La position du maïs français sur les destinations traditionnelles que nous avions en Europe, vous voyez au travers de ces graphiques, et notamment au niveau des parts de marché, qui ont été en forte baisse au cours des 20 dernières années, puisque vous voyez ici sur le marché du Royaume-Uni, la part de marché du français est passée de 70% à peine 20%, au profit d'autres origines pays tiers, qui sont ici matérialisées en gris. Et cette part de marché du maïs français, au profit de ces maïs pays tiers, qui a fortement baissé sur le Royaume-Uni. C'est aussi vrai ici sur la situation des Pays-Bas, hein, avec une part de marché qui est passée de 70% à peine 10%, mais aussi sur notre marché espagnol qu'on étudie aujourd'hui, avec une part de marché qui est passée de 50 à 55% à peine 20%, malgré la proximité qui est la nôtre. Donc, comment on explique cette situation, sachant que le maïs français qui est produit tous les ans, il y en a à peu près 30% qui est destiné à l'exportation, et cette exportation, elle continue à se faire. Donc, vous voyez ici les 3 pays qui sont concernés par les exportations majoritaires en maïs du maïs français. C'est l'Espagne avec 1,3 à 1,5 million de tonnes qui sont consommateurs de maïs français tous les ans, mais également les Pays-Bas et la Belgique. Et donc, en faisant le zoom sur cette campagne 2020 et de la production de maïs français, on voit que la production, comme l'a expliqué Thomas, elle est plutôt mauvaise cette année, et due aux conditions climatiques qui ont été plutôt compliquées, notamment sur l'été 2020. La production française donc, est estimée dans les derniers chiffres à peine plus de 12 millions de tonnes, avec un niveau d'exportation qui est toujours maintenu au-dessus de 4 millions de tonnes. Ça veut dire que le stock final estimé aujourd'hui en France est attendu en dessous de 2 millions de tonnes. C'est aussi un élément qui crée la tension des prix, en plus de la tension qui avait été évoquée en introduction par Jean-François, avec une Chine qui a largement été acheteur et importateur de maïs au cours de cette campagne, qui a un petit peu déséquilibré le jeu de l'offre et de la demande et qui a provoqué la hausse des prix que nous connaissons donc cette campagne et que nous n'avions pas connue depuis 2013. Donc cette situation décrite au niveau du marché français fait qu'aujourd'hui, hors de la construction de filières, hors les contrats que nous avons déjà en cours avec des clients amidonniers notamment ou de maïseries que nous avions en Espagne, on a très peu de disponibilité à la vente pour cette fin de campagne. C'est ce qui crée aussi la tension des prix quand on a à sortir quelques lots sur cette fin de campagne. Face à nous, on a le marché espagnol, qui est un marché qui est structurellement importateur, c'est-à-dire que voilà, la production locale espagnole ne suffit pas par rapport à la consommation et tous les ans, vous devez, au niveau de l'Espagne, importer 4 à 5 millions de maïs grains d'autres origines, donc soit origine Union européenne, soit comme on l'a présenté tout à l'heure, origine pays tiers, et donc via le port de Tarragone, ce sont des volumes importants qui rentrent donc origine brésilienne et origine ukrainienne, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ce marché espagnol, on le segmente vraiment en deux, entre le marché qui consomme du maïs non OGM et qui est plutôt un marché de filière, donc sur lequel on voit que le maïs français a encore toute sa place. Et ensuite, un marché plus banalisé, notamment de fabricants d'aliments du bétail, qui, lui, travaille des importations et aujourd'hui travaille surtout du prix avec des origines ukrainiennes et brésiliennes qui, en général, sont moins chères que le maïs français. Donc, la demande espagnole, aujourd'hui, elle ne se concentre que sur le marché de spécialité, sur le marché de filière et sur le marché non OGM pour venir chercher du maïs français. Donc, quels sont un petit peu, en synthèse, les atouts du maïs français sur
cette destination espagnole. Très clairement, c'est ce qu'on a démontré au niveau de notre exposé sur la charte qualité, mais aussi sur ce qu'on est capable de faire dans une coopérative comme Euralis Sud. C'est la traçabilité non OGM, c'est la qualité physique et sanitaire qui a été rappelée dans les plans de contrôle et dans les collaborations que l'on a notamment avec Arvalis. Et ensuite, ce sont de nouveaux dossiers qui arrivent sur la table à aujourd'hui des acheteurs et des formulateurs, notamment par rapport au respect des attentes sociétales et environnementales, des bilans carbone qui sont demandés par certains clients, par la sécurisation aussi des approvisionnements. Vous savez que c'est plus facile peut-être de venir chercher et d'affréter quelques camions que d'attendre le bateau qui vient du Brésil ou de l'Ukraine. Mais aussi, c'est la co-construction qu'on peut avoir avec vous de cahiers des charges spécifiques. On le voit sur certaines filières, type maïserie, type filière des céréales pour les mascotas. Tout ça, c'est à co-construire ensemble. Et clairement, quand le marché généralisé, banalisé qu'on a évoqué des fabricants d'aliments du bétail va exprimer dans ses attentes au niveau des achats les attentes des consommateurs sur les volets environnementaux et sociétaux. Mais très clairement, je pense que le maïs français aura une solution et cette solution, vous saurez la trouver juste de l'autre côté des Pyrénées. Voilà ce que je voulais dire, présenter et partager avec vous au niveau de cet exposé. Je vous remercie et on est bien sûr disponible pour, Jean-François, prendre à présent les questions qui pourraient nous être posées de part des auditeurs. Merci beaucoup. Merci Franck pour cette très belle présentation. Comme vous venez de l'évoquer, on va prendre vos questions. Vous dire déjà qu'on est fort nombreux aujourd'hui, puisqu'on est près de 90 personnes connectées. Donc, merci à vous. Et voilà, nous attendons vos questions pour préciser si vous avez besoin d'éclaircissements ou connaître d'autres sujets. On vous laisse la parole. Buenos días. Yo tengo algunas preguntas que nos mandan los asistentes y me gustaría transmitirlas. Es una pregunta, en primer lugar, para Tomás. ¿Cuáles son las previsiones de superficie para el 2021? ¿Cuáles son los últimos arbitrajes a prever sobre los ajustes de superficie? Y cómo ve la competición con el girasol sobre las semillas de primavera en el sudoeste. Alors effectivement, il reste encore quelques ajustements de surface à envisager. Moi, je vous avais parlé d'une baisse au niveau national de l'ordre de 10%. Donc là, on s'approche des semis des cultures de printemps et effectivement, il y a encore le choix, notamment sur des zones où on a on va dire une compétition en termes de rentabilité entre maïs et tournesol. Alors, les cours du tournesol sont en hausse, donc ça peut aussi favoriser la hausse des surfaces de tournesol aux dépens du maïs. En l'occurrence, voilà, les résultats en termes de rendement, comme pour le maïs l'an dernier, n'ont pas forcément été très bons en tournesol. Donc, il y a aussi des ajustements, on va dire, techniques. Donc, les choix vont se faire dans les prochains jours. On peut estimer qu'on sera sur un niveau également élevé de surface en tournesol, mais pas beaucoup plus que ce qu'on a connu en moyenne 5 ans. Moi, j'ai tendance à dire qu'on va revenir sur des tendances qu'on a connues ces dernières années. Je pense autour des 700 000 hectares de tournesol. Donc, oui, il y aura quelques ajustements dans le sud-ouest, mais rien de dramatique sur la disponibilité de maïs à attendre. Il y aura plus d'ajustements sur des régions moins spécialisées. Je pense notamment au centre de la France, où là, il y a vraiment des arbitrages en termes de surface qui seront un peu plus déterminants.
Merci. J'en ai une question pour Franck. Sur les mycotoxines, on peut en trouver les résultats de plan de contrôle sur les mycotoxines. Oui, donc, comme je l'ai évoqué tout à l'heure dans ma présentation, nous travaillons en collaboration avec Arvalis au niveau de la charte qualité maïs classe A, de façon à déterminer un plan de contrôle avant récolte, pendant récolte et après récolte, de façon à avoir un suivi complet des mycotoxines sur les maïs que nous collectons. Ce plan de contrôle est disponible auprès des acheteurs, bien sûr, de maïs classe A, et donc dans le cadre des cahiers des charges spécifiques. Donc, il suffit que vous achetiez du maïs français et vous aurez accès effectivement à ce plan de contrôle de façon à pouvoir savoir comment piloter aussi vos achats sur l'origine du maïs sud-ouest. J'en ai une autre question très sympathique pour, pour vous. Le maïs français, c'est plus cher que les maïs brésiliens rendus sur mon usine. Pourquoi je dois acheter du maïs français? Ah oui, effectivement. Alors, le maïs français est parfois plus cher, parfois. Mais je pense que, comme je l'ai dit, il répond à d'autres besoins. Le maïs français, il est non OGM. Le maïs français, il est tracé. Le maïs français, il peut répondre aux problématiques bas carbone qui peut être exprimées par les acheteurs. Le maïs français, il répond à des plans de contrôle sur les mycotoxines. Et donc, il respecte beaucoup d'éléments du cahier des charges qu'à ce jour, quand vous achetez du maïs brésilien ou du maïs ukrainien, vous n'achetez pas cette possibilité-là. Donc, les marchés qui consomment aujourd'hui ces maïs, notamment en fabriquant d'aliments du bétail, quand ils auront besoin pour des filières dans les supermarchés espagnols, de Mercadona ou autres, avoir donc des cahiers des charges spécifiques, peut-être que le maïs français sera une réponse et qu'il faudra payer quelques petits euros de plus que le maïs brésilien. Et dernier élément, quand on voit que le marché du maïs a bondi de plus de 60 euros en 4 mois sur la récolte 2020, ce n'est pas 3-4 euros de plus qui peuvent faire la différence. Mais ça, c'est aussi, je dis ça en rigolant, mais c'est une réalité aussi. Merci pour ces questions. Tenemos otra pregunta, es una pregunta de Pablo, que contiene, seguramente es para Tomás. ¿El cultivo de la soja se incrementará en Francia por el mayor rendimiento económico y mayor demanda mundial respecto al maíz? ¿Creen que puede ocurrir en Francia un desplazamiento de la producción del planting de maíz respecto a soja? Alors, on peut avoir effectivement ces arbitrages. On parlait du tournesol tout à l'heure. Il peut y avoir aussi des arbitrages avec le soja ou le sorgho. Ça arrive dans le sud-ouest, ça arrive en Rhône-Alpes. Par contre, on est encore sur des niveaux de surface qui sont, toutes mesures gardées, bien en dessous des disponibles maïs. Pour vous donner un ordre de grandeur, le maïs grain en France, c'est 1,5 million d'hectares. On est à 700 000 hectares de tournesol et on est à 185 000 hectares de soja. Vous voyez, on a des niveaux de surface qui sont complètement différents par rapport à la production de maïs. Donc, s'il y a des ajustements, ils se feront à la marge. Je complète. Effectivement,
la culture de soja se développe de façon significative, notamment sur la partie sud-ouest, et donc sur la partie qui était production de maïs, mais c'est un développement qui se fera à la marge, puisque les niveaux de collecte, tu as parlé d'hectares, Thomas, comme une coopérative comme Euralis, c'est 800 000 tonnes de maïs et c'est 25 à 30 000 tonnes de soja. Et ce soja, aujourd'hui, est plutôt à destination du maïs français qui, sur les filières qualité, maïs, type label rouge ou autre, consomme ce soja, qui est un soja non OGM, et toujours pareil, un soja tracé, et qui est un petit peu en prime par rapport au marché mondial du soja. Voilà ce que je voulais rajouter en complément. Gracias. Tengo otra pregunta, en este caso para Justin. ¿Cómo es que los fabricantes de alimentación animal y los utilizadores de maíz utilizan las encuestas de calidad para realizar, digamos, sus approach para las compras? Je ne suis pas sûre de bien comprendre la question. Donc, le but, c'est de savoir comment on peut utiliser les données produites par l'enquête française. Exacto. Oui. En fait, on s'est déjà posé la question. Donc, nous, on fournit des données. On s'est déjà posé la question de comment c'était utilisé par les fabricants d'aliments. Et donc, le but, c'est aussi, on présente des moyennes nationales, mais comme je vous l'ai montré, on présente aussi des moyennes par bassin de production. Et on présente aussi de la variabilité, ce qui permet de situer, par exemple, des fabricants d'aliments qui travaillent, par exemple, que dans une région, auront un ordre d'idée de la qualité du maïs produit dans la région, et du coup, un ordre d'idée de où se situe le maïs qu'ils achètent par rapport au maïs qui est disponible. Donc, le but, c'est aussi qu'ils puissent voir s'ils achètent des lots qui sont conformes à ce qui est collecté dans leur région, ou voilà, ou ce à quoi ils peuvent s'attendre pour l'année. Donc, c'est sûr qu'il y a un petit peu un décalage entre la publication des données qui se fait souvent plutôt en fin janvier, début février par exemple la 2021 pour la récolte 2020. Mais voilà, on sait qu'on a fait une enquête auprès des fabricants, on sait qu'ils utilisent les données, et ensuite ils regardent aussi les données qu'on peut proposer sur des critères qui ne sont pas forcément mesurés en routine sur les matières premières achetées par les FAB. Peut-être pour compléter la réponse que vient de faire Justine, elle vous a présenté ici les résultats de l'enquête organisée par France Agrimaire et Arvalis Institut du Végétal sur le maïs, mais il y a des enquêtes similaires qui sont faites également sur les céréales à paille, dont les résultats ont été présentés lors du séminaire qu'on avait organisé avec la Bourse de Barcelone au mois de décembre dernier. Et tout cela témoigne de l'organisation de la filière française qui réalise régulièrement des enquêtes sur la qualité des céréales qui sont produites, que ce soit les critères physiques, la qualité technologique pour l'alimentation animale ou pour les céréales à paille pour l'alimentation humaine. Donc, l'enquête que vous a présentée Justine, elle fait partie d'un champ d'enquête relativement large qui concerne toutes les céréales ou les principales céréales qui sont produites en France et dont les résultats sont régulièrement publiés à destination des utilisateurs, qu'il s'agisse du marché intérieur, mais bien évidemment des différents clients de la filière française à l'export. Gracias. Oui, bien, la volonté par rapport à cette précision, c'est bien de dire que il y a une volonté aujourd'hui d'être très transparent sur la production française.
Et il nous paraît extrêmement important que nos acheteurs sachent vraiment de quoi il en retourne sur la production française. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont faits en termes de production, et notamment sur cette qualité, et qui nous paraît important de la mettre en évidence aujourd'hui. D'une part, pour valoriser ce que font les producteurs français de toutes les céréales, et d'autre part, parce qu'on est conscient que les utilisateurs ont des besoins et il faut savoir répondre aux attentes de nos utilisateurs. Et tant que je m'exprime, Monsieur le Président, pour répondre à votre question sur la justification, pourquoi acheter un maïs français, je dirais en plaisantant, parce que nous faisons partie tous de l'Union européenne et qu'on peut privilégier l'achat chez nos amis plutôt que chez nos concurrents. Avez-vous d'autres questions? D'abord, restez à la maison. Exacto. Avez-vous d'autres questions? No, en este momento no. Yo simplemente tengo una pregunta y es ¿cómo ven el mercado francés para esta próxima cosecha? Sé que para el maíz es pronto todavía para definir cuál va a ser la proyección, pero todos sabemos que hay una serie de variables que sí se manejan durante el año, que más o menos dan una proyección de lo que será la próxima cosecha. ¿Cómo la ven desde el interior del país? Moi, je vous répondrai simplement. Moi, je suis optimiste de nature. Vous avez vu dans la présentation de Thomas, Yo también. on va revenir rester sur une production de tendance de la moyenne des 5 dernières années. Donc, la production est là. Nous bénéficions aujourd'hui d'évolution de la génétique qui nous permet aussi de mieux maîtriser les aléas climatiques. Après, effectivement, on a vu les événements chez nous avec des inondations fortes. On n'est pas capable de prédire l'été qu'on va avoir, mais on peut toujours espérer pouvoir avoir une production qui soit à la hauteur, dans la mesure où les surfaces prévisionnelles qu'on pressent aujourd'hui, on sera présent sur un niveau de production équivalent aux autres années, sauf vraiment, comme je disais, aléas climatiques. Mais pour autant, on n'a pas d'inquiétude sur la volonté de la production et d'accompagner nos marchés. Et d'autant plus qu'on sait que des grands bouleversements dans les assolements qui pourraient mettre la panique, quand on perd des marchés, c'est toujours très compliqué de les récupérer. Donc, il est sage quand même de pouvoir accompagner nos clients quand on les a dans la durée. Oui, s'il vous plaît, j'aimerais compléter la réponse de Jean-François. Clairement, au niveau des marchés, ce qu'on observe, et au niveau mondial, mais aussi au niveau français, c'est qu'à ce stade de la campagne, on va constater des niveaux de stock très bas au niveau français, au niveau européen et au niveau mondial. Donc, ce qui va jouer par rapport aux évolutions de prix pour la campagne prochaine, ça va être le jeu de l'offre et de la demande. Donc, il suffit qu'il y ait une baisse de l'offre pour qu'on observe dans les mois qui arrivent, pour la récolte prochaine, de nouveau une correction des prix à la hausse. Donc, dans cette analyse-là, ce qu'on observe depuis un petit mois, c'est que les acheteurs qui ont besoin de sécuriser leur filière, de sécuriser leur approvisionnement, prennent déjà position sur la récolte prochaine, donc avec des prix qui sont proposés ou qui sont donnés par Euronext
ou autres dans les négociations de gré à gré, mais se positionnent déjà pour sécuriser leur approvisionnement. Et ça, c'est un mouvement qui est dû à cette lecture de stock bas et d'incertitude sur la production face à une consommation qui peut déséquilibrer les marchés et provoquer des fortes hausses, comme on a vu cette année, avec la position de la Chine qui a déséquilibré tous les équilibres d'offres et de demandes qui étaient en place jusqu'à présent. Et je compléterai en disant qu'on le voit sur cette problématique d'offres et de demandes, sur d'autres matières premières hors céréales. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a quand même des tensions et que les opérateurs sont plutôt longs. Ils ont plutôt tendance à faire de la rétention sur d'autres matières premières en dehors des céréales, ce qui prouve que, mais c'est probablement exacerbé d'ailleurs par la crise sanitaire qu'on vit aujourd'hui, avec des gens qui se cherchent un petit peu. Et puis, voir aussi qu'on a des fonds de pension aussi qui reviennent sur le marché des céréales. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Et je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui le maîtrisent, mais en tout cas, nous, on ne sait pas faire. Ce qui peut effectivement créer de la volatilité, mais la volatilité peut être à la hausse comme elle peut être à la baisse. Una última pregunta, esta es casi personal mía. ¿Cómo ven la irrupción de China en el mercado francés? Hemos visto en las últimas semanas cómo los chinos han hecho una presión importante sobre el mercado de la cebada del próximo cosecha en Francia. ¿Ven posibilidad de que China tenga un apetito también voraz para el maíz francés? Pensando en que es no GMO, por supuesto. Los hemos visto comprando en Ucrania, precisamente con certificados de organismo no modificado, pero bueno, también es posible que irrumpan en el mercado francés, ¿no? Alors, je peux prendre la question pour commencer, Jean-François, vous compléterez si besoin. Il faut d'abord avoir l'analyse que l'Union européenne est déficitaire en production de maïs par rapport à sa consommation. Je vous ai dit que tous les ans, à ce stade-là, depuis 2017, nous importons pour nos besoins de consommation 20 millions de tonnes de maïs origine pays tiers. Donc, pour vous répondre, ça n'apparaît pas naturel de sortir du maïs de l'Union européenne pour aller sur les pays tiers, puisque les bateaux se croiseraient. Il y en a qui rentreraient pour l'Union européenne. Donc, ce n'est pas très naturel. Donc, néanmoins, sur des marchés de niche, comme on a fait par le passé, où on a réussi à faire du maïs classe A sur le Japon, par exemple, ou sur la Corée, il pourrait y avoir des demandes ponctuelles de filières spéciales chinoises sur du maïs français non OGM. Mais ça ne sera pour moi que du maïs du marché de niche. Et ça ne viendra pas déséquilibrer les mécanismes d'offre et de demande généraux que l'on a ici en Europe. Et quelque part, moi, je préfère vendre du maïs non OGM aux Espagnols que de le vendre aux Chinois. C'est plus près et, comme vous l'avez dit, c'est l'Europe. Yo también. Ok, gracias. Et la réponse qu'on peut vous faire à cette question, la Chine, on ne l'attendait pas forcément et on les voit apparaître. Je pense que le conseil, je dirais, le plus sage, c'est ce qu'a évoqué Franck tout à l'heure, c'est-à-dire que si il y a un partenariat avec des contrats qui sont anticipés, il n'y a pas de souci à se faire sur les approvisionnements.
Qui plus est, surtout quand on est à proximité, c'est quand même beaucoup plus facile. Mais je crois que la réponse à ça, c'est adapter l'offre et la demande et contractualiser les besoins pour vous assurer d'avoir votre marchandise. Après, il n'y a pas une vraie volonté non plus de la production française d'aller sur des destinations exotiques, sachant que, comme l'a rappelé Franck, on est sur un marché principalement européen et très à la marge en pays tiers. Donc, de toute façon, on va assurer la continuité sur ce marché-là. Mais voilà, la question de la contractualisation, je pense aujourd'hui, dans ce contexte, est un vrai sujet. Muchas gracias. Y a-t-il d'autres questions? No. No, c'est tout. Ce que je vous propose, on est dans le temps imparti. Monsieur le Président, je vous laisse dire quelques mots avant que je puisse conclure cette visioconférence. Bueno, yo simplemente quiero agradecer el esfuerzo de todos los panelistas, como he dicho al principio. Conocía un poco, porque hicimos algunas pruebas de las presentaciones, creo que han sido magníficas. Creo que evidentemente tenemos una proximidad geográfica tan importante que para nosotros Francia es un valor inestimable en cuanto a nuestro sector y que por tanto estamos encantados de poder participar en este acercamiento y ver que los intereses franceses, por supuesto, están hoy muy dedicados a la trazabilidad, a la sostenibilidad y a la calidad en definitiva. Y esto para los productores españoles es muy importante. Hoy por hoy hemos de tener en cuenta que ya somos el primer productor de carne porcina de Europa y que además intentamos, y yo creo que lo estamos logrando, tener una calidad muy buena de nuestra carne para poder ser un exportador de referencia. Y en parte es la proximidad de las calidades que Francia nos ofrece. Con lo cual, para nosotros es un tema muy importante. Merci de ces propos. Ce que je vous propose, du coup, c'est de conclure un petit peu nos échanges de la matinée. Tout d'abord, remercier le président José Luis Esteban de cette collaboration sur cette présentation de maïs. Remercier Carlotta aussi qui a accompagné dans la partie matérielle. Vous dire que je voudrais vous dire quand même quelques mots sur les présentations qui ont été faites ce matin. Simplement, Thomas Joly vous a présenté la collecte 2019 et les prévisions pour 2021. Vous avez vu, les choses sont dites en toute transparence et il n'y a pas de mensonge dans le discours sur la production française et celle à venir. Bon, on l'a évoqué tout à l'heure, on espère que la production 2021 ne subira pas en tout cas d'aléas climatiques comme celle de 2020, mais on a fort espoir aujourd'hui. En tout cas, les signaux sont au vert dans l'immédiat. Justine vous a fait une présentation de la qualité. Là encore, c'est une vraie volonté de la filière française sur l'ensemble des céréales, le maïs, mais aussi
que ça peut être le blé dur ou l'orge, d'avoir ces enquêtes de qualité en partenariat avec France Agrimaire pour que nos acheteurs, nos utilisateurs de nos matières premières sachent ce qu'ils achètent et ce qu'ils peuvent en faire. J'insisterai d'autant plus puisque vous avez dit que l'Espagne était en phase où l'est le premier producteur de porc en Union européenne. En tout cas, pour ce qui est de la production de maïs, la qualité, notamment, je sais que Monsieur Kamel Hassel l'a exprimé tout à l'heure sur le datura et les alcaloïdes, c'est un vrai sujet, notamment pour la production de porc. Et ça, c'est des choses sur lesquelles il faut faire attention, de bien veiller. Et ben voilà, la volonté de la filière française, c'est, à travers cet exemple, c'est de bien s'assurer de la bonne qualité des productions pour que ce soit utilisable correctement et que ça ne soit pas néfaste, notamment aux fabricants d'aliments du bétail par derrière. Rappelez aussi que, en tant que président de Duralim, comme je vous l'ai dit en introduction, sur la durabilité de l'alimentation animale, ce sont des choses que l'on regarde parce que, il y a une question de performance des élevages. 2, on a des attentes sociétales qui sont là. Et aujourd'hui, je dirais qu'il ne faut pas l'oublier. Et l'illustration de M. Kamel Hassel dans sa coopérative sur leurs orientations de durabilité, de bas carbone, de conservation des sols, tout ça, ça va dans le sens de l'histoire. On voit aussi que dans la préparation de la nouvelle PAC pour 2023, on a un virage sur le verdissement et l'environnement qui est fort. Et aujourd'hui, on ne peut pas se prémunir d'élucider. Enfin, il faut qu'on puisse travailler avec ces sujets-là et de toute façon, on n'aura pas d'autre choix que de le faire. On doit accompagner ce mouvement. On a une pression des ONG, des organisations non gouvernementales, qui sont très fortes aujourd'hui. Alors, on le voit beaucoup en ce moment sur le soja issu d'Amérique du Sud avec les problèmes de déforestation. Mais ça, c'est un vrai sujet de société. Et aujourd'hui, on ne peut pas ne pas le prendre en compte. Et c'est pour ça que c'est très important ce travail qui est fait dans les enquêtes de qualité, mais aussi les opérateurs sur le territoire qui sont des gens qui prennent à bras-le-corps ces problématiques pour répondre aux attentes sociétales. Vous dire aussi que la charte Maïs Classe A, comme a été présentée par M. Kamel Hassel, c'est une réponse déjà à ces attentes sociétales. Le non-OGM, la qualité physique, mais aussi ce qu'on appelle chez nous la RSE, la responsabilité sociétale et environnementale, qui sont des sujets que toutes les entreprises doivent prendre à bras-le-corps. Et ça, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est primordial. Et cette charte-là a été bien en avance sur toutes les évolutions qu'on peut avoir aujourd'hui. Je reviendrai un petit peu sur l'offre et la demande des céréales. On vous l'a dit, l'Europe est le premier importateur mondial aujourd'hui, mais la France exporte quand même. Donc, il n'y a pas d'inquiétude aujourd'hui sur ce schéma-là. Et en tout cas, nous, organisations professionnelles maïsicoles, on fera tout pour maintenir, voire développer cette production française. Et dire quand même, puisque ça a été présenté, que la part de marché de la France baisse sur certaines destinations, mais ce n'est pas une baisse de production, mais c'est bien une augmentation de la consommation des pays à destination qui fait que la part de production, donc je dirais là encore, pas d'inquiétude sur ce plan-là en termes de production. Revenir aussi sur la compétitivité
entre un maïs et une autre production, que ce soit le tournesol ou le soja. Historiquement, la France n'est pas un pays de production de soja. Et même si on doit développer, parce qu'il y a une volonté au niveau européen et français de développer la production de protéines, ça restera malgré tout un peu à la marge, dans la mesure où ça nécessite des investissements d'une part, et d'autre part, ça nécessite un climat qui n'est pas forcément le plus propice en France, bien qu'il y ait des zones qui soient favorables à ça. Mais en tout cas, ce ne sera pas l'ensemble du territoire français qui sera concerné. Donc là encore, pas d'inquiétude. Revenir encore une fois sur les enquêtes mycotoxines. On l'a dit, mycotoxines, je sais que c'est un vrai problème pour les élevages de porcs, d'où la nécessité d'avoir ce travail qui est fait, et d'où la nécessité de la charte maïs classe A aujourd'hui, qui a un vrai plan de suivi des parcelles avant récolte, pendant la récolte, après la récolte, pour s'assurer et en tout cas pouvoir identifier si toutefois il y avait des zones qui étaient problématiques, de pouvoir l'identifier et de ne pas le mélanger. Donc je crois que là encore, on a un vrai travail qui a été fait par la filière française et on peut s'en féliciter. Voilà, j'en terminerai sur un peu ces réponses aux questions que vous avez posées. Simplement remercier aussi nos traducteurs qui étaient présents aujourd'hui, qui nous ont facilité la compréhension de nos propos. Remercier nos intervenants, M. Kamel Assal, Justine Danel et Thomas Joly, pour votre transparence, votre clarté dans vos propos. Et puis en espérant qu'on pourra se retrouver sous des formats peut-être différents dans les années à venir, mais ça, la pandémie nous guidera et en tout cas, on n'est pas capable de prévoir. Merci à vous de cette journée, cette matinée. Merci à vous de votre participation. Je retiens qu'on était quand même un grand nombre présent ce matin et en tout cas, ça montre l'intérêt de ces présentations, même sous forme de webinaire. Je vous remercie à tous. Merci bien à vous. Au revoir, à tout à l'heure. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir, un plaisir. Adios. Au revoir.